Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. L'impact sur la santé ou les conséquences des traitements que les médecins proposent aux malades et parfois aux patientes constituent pour eux une préoccupation quotidienne, avec en filigrane le célèbre principe hippocratien « primum non nocere ». Or, la contraception est un sujet particulièrement sensible puisqu'elle ne s'adresse pas à une personne malade, mais à une femme jeune, non pour la guérir, mais généralement lui éviter une grossesse non désirée. Il est donc encore plus important ici de ne lui faire courir aucun risque, aussi minime soit-il. Cette question de l'innocuité des traitements hormonaux, mon invité, le docteur Bérengère Arnal, se l'est posée tout au long de sa carrière de gynécologue obstétricienne, où elle a placé la santé de la femme au cœur de son exercice, s'opposant à la doxa qui a eu tendance à minimiser ou nier les dangers des hormones de synthèse. Autrice ou co-auteure de nombreux ouvrages sur les plantes, la ménopause, le cancer du sein, de plusieurs centaines d'articles dans la presse médicale et grand public, elle vient nous présenter ce soir son petit dernier, au titre explicite, Pilule ou pas pilule, chez Thierry Soucard, édition. Docteur Bérengère Arnal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu de Bordeaux, où vous avez exercé professionnellement et où vous vivez. Oui, je suis à la retraite depuis 1 an. Vous êtes gynécologue, obstétricienne. Vous avez proposé à vos patientes une prise en charge qu'on dit maintenant intégrative, c'est-à-dire qui joue sur une large palette de traitements, les médicaments classiques, les plantes, l'homéopathie, la micronutrition, acides aminés, minéraux, oligo-éléments, la sophrologie, la psychosomatique. Vous avez d'ailleurs été pendant 15 ans la responsable du diplôme de phytothérapie dans le cadre du Duménat de Bobigny, créé par le professeur Pierre Cornillo, qui nous a hélas quittés en 2018. C'était un grand homme, philosophe, avant-gardiste. Alors, vous êtes, docteur Arnal, toujours élevé contre les dangers des hormones de synthèse, prescrites depuis une 50aine d'années, à visée contraceptive ou pour le traitement des désordres hormonaux, le fibrome, le syndrome prémenstruel, la ménopause. Mais peau de terre contre peau de fer, dites-vous, vous avez été beaucoup critiqué, éreinté, menacé. C'est vrai. Les faits vous ont finalement donné raison, puisque la prudence a fini par s'imposer parmi vos opposants ou vos ennemis, les femmes étant, elles, majoritairement réticentes aux hormones. La contraception hormonale et le traitement hormonal de la ménopause sont beaucoup moins prescrits et plus du tout systématiquement, comme ça a été le cas dans un passé encore récent. Tout à fait. C'est pas du bon goût des gynécologues allopathes, tout ça. Alors la contraception ne se choisit pas de la même façon selon qu'on est jeune fille ou en préménopause, nous le verrons en fin d'entretien. Le choix de la méthode contraceptive est un compromis entre efficacité, sécurité, simplicité. Et précisément, les hormones de synthèse ne sont pas sans danger pour les femmes, avec une augmentation du risque thromboembolique et celui de cancer. C'est là que tout a démarré avec l'affaire Marion Lara, qui a déposé plainte, parce qu'elle est du fait d'une contraception œstroprogestative qu'elle avait démarrée sans en avertir d'ailleurs ses parents. Elle s'est retrouvée un matin allongée sur le carrelage de sa salle de bain avec un AVC massif. Et elle a 19 ans alors, c'est ce que vous racontez dans la préface émouvante de votre livre. Oui, et c'est celle qui a porté plainte contre le laboratoire. Et elle a été suivie de nombreuses plaintes d'autres femmes pour justement les risques cardiovasculaires liés à la prise de contraception œstroprogestative. Dans cette préface, on évoque 3000 accidents graves, des phlébies, des embolies pulmonaires, des AVC, dont 120 à 150 décès. Oui, on pense même qu'il y en a plus. Il y a une association qui s'appelle l'AVEP, l'Association pour les victimes d'embolies pulmonaires, qui a été créée par un papa qui a trouvé sa fille décédée. Elle avait une anomalie génétique de la coagulation. Ses parents l'avaient aussi. Et il n'y avait pas eu d'examen spécifique fait pour dépister ce trouble thromboembolique. Elle est décédée. À la suite de ça, il a créé l'association. Et malheureusement, il est décédé d'un accident. Et c'est sa fille, une autre fille, qui a pris le relais et qui dit que les décès par embolie pulmonaire sont bien plus importants que ce qu'on dit
de façon de ce que disaient les gynécologues allopathes. Elle utilise un terme fort là dans sa préface, elle parle de violences contraceptives, alors qui s'ajoute aux violences conjugales, sexuelles, obstétricales qu'on connaît. Oui, mais ce n'est pas vraiment bien reconnu. Et son combat a fait que les femmes ont encore moins eu envie de prendre la pilule. Je ne suis pas contre la pilule à 100%. Je pense qu'on peut la donner dans certaines circonstances. On le verra tout à l'heure dans les indications. Mais il ne faut pas considérer que c'est quelque chose de complètement anodin. Alors, sans déflorer le sujet, enfin la fin de notre entretien, Dr Arnal, depuis cette affaire Lara, la pilule, enfin l'utilisation, la prescription de la pilule a baissé de 12%, et on est surpris au profit du stérilet et du préservatif. Le stérilet, c'est un moyen non hormonal d'avoir une contraception quasiment aussi efficace que celle de la pilule. Et puis le préservatif, c'est pour les femmes qui ont des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, c'est déjà le moyen de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, dont bien sûr le virus du sida. Malgré la pilule, le taux d'IVG reste élevé, voire a augmenté. Oui, beaucoup de femmes qui font des IVG ont mal pris leur pilule, en fait. C'est un oubli, souvent. Souvent, oui. Et puis, je pense que la banalisation de l'IVG médicamenteuse a fait que les femmes font un peu moins attention. Parce qu'on se dit, bon, je vais prendre un comprimé, et puis ça va s'en aller. Mais voilà, c'est une des raisons, à mon avis, de la non-baisse du nombre d'IVG. Un long chapitre, un des premiers chapitres de votre ouvrage est consacré à la contraception hormonale. Oui. Alors les gynécologues classiques, mais arrivés de recevoir ici, regrettent que la pilule soit devenue le diable. Elle est maintenant l'objet de peur et de doute. Et vous dites c'est en partie justifié. Oui, c'est en partie justifié. Les femmes déjà avaient été bouleversées par les deux problèmes qui les concernaient au niveau de leur fertilité et puis des accidents. C'est le disilbène et puis la thalidomide. Elles étaient déjà dans une certaine prévention attitude négative vis-à-vis des hormones. Et maintenant, quand on sait que la première chose qu'on dit à une femme quand elle a un cancer du sein, c'est d'arrêter sa pilule, ou quand elle a une phlébite, on se dit qu'il y a peut-être un lien de cause à effet. Alors là, donc on va parler des 3 pilules. Il en existe 3. La pilule œstroprogestative. Oui, ce qu'on appelle la pilule, c'est la pilule œstroprogestative. La pilule, la mini-pilule progestative et la macro-progestative. Vous nous expliquerez tout à l'heure, elle est hors AMM. Alors, la contraception œstroprogestative, c'est le premier produit, c'est vrai, quand j'étais jeune médecin, c'était le Stédiril qui a été commercialisé. C'était 50 gamma de ténistradiol qui est resté trop longtemps sur le marché, qui était un œstroprogestatif très dosé en œstrogène. Et après, il y a eu le Minidril, alors qui suggérait que c'était moins dosé. C'était une mini-pilule, mais elle existe toujours, on est presque 50 ans après. Et elle a été récemment commercialisée sous un autre nom, laissant supposer que c'était une nouvelle pilule, mais ce n'est pas une nouvelle pilule. Et ça n'a rien de mini-dosé. Vous pouvez nous dire un mot donc sur l'œstrogène et puis le progestatif. Alors il y a des progestatifs de 2e génération, troisième et quatrième génération. Voilà. Donc on a démontré que les 3e et 4e générations associées à l'éthénylestradiol de la contraception œstroprogestative, faisaient augmenter beaucoup plus les risques thromboemboliques, donc de phlébite, embolie pulmonaire pour ce qui est veineux et d'infarctus du myocarde et AVC pour ce qui est artériel. Et une association redoutable, pilule-tabac. Ah, ça c'est redoutable, tout à fait. Le choix de la pilule dans votre livre, alors on comprend, il faut la prendre la moins dosée, le moins longtemps possible et plutôt par voie orale. Donc ça veut dire vraiment... Je ne suis pas contre la pilule du tout, mais je pense que dans certaines circonstances, surtout chez la jeune fille, il faut trouver les pilules les moins dosées possibles et leur expliquer que ça va leur accorder une certaine liberté d'être, mais que par la suite, ça peut avoir des effets secondaires, donc de ne pas la prendre trop longtemps. Donc la moins dosée et le moins longtemps possible. Les contre-indications absolues de la pilule, Dr Arnal? Les antécédents personnels de cancer du sein, d'accidents thromboemboliques, le tabac.
L'affection hépatique, Oui, le foie, le rein, voilà, les ça grosses intervient affections. aussi? Parce que la pilule elle est métabolisée par le foie qui n'aime pas trop. Ça lui donne beaucoup de travail et ça entraîne des carences micronutritionnelles qui ne sont pas sans conséquences négatives. Un bilan lipidique perturbé, c'est vrai que souvent chez les Oui, femmes, on fait un dosage du cholestérol, du on triglycéride. peut faire un petit régime alimentaire. Surtout, c'est ce qu'il ne faut pas fumer. C'est vraiment le plus important. C'est vraiment tabac ou pilule. Le surrisque vasculaire, il est lié aux œstrogènes, il est lié Alors, aux progestatifs il est lié ou aux les deux? œstrogènes. À mon avis, il est lié aux deux. Il est lié aux œstrogènes, ça on le sait très bien, c'est fonction aussi de la dose, mais il est aussi lié aux progestatifs, parce que dans les contre-indications des progestatifs, on retrouve les antécédents thromboemboliques, ce qui montre bien le lien entre les progestatifs et les risques thromboemboliques augmentés. Le surrisque, on parle d'un effet starter, c'est-à-dire que Dans ce les surrisque six premiers mois. Dans les 6 premiers mois, Voilà. c'est plus important. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour continuer de nombreuses années sous prétexte qu'on a dépassé le surrisque des 6 premiers mois. Quand vous dites le moins longtemps possible, ça... 2, 3, 4, 5 ans dans la vie d'une femme, j'ai aucune étude qui va me dire combien d'années maximum on peut le faire, mais je pense que le passage d'une contraception mécanique peut se faire dès que la jeune fille en aura la maturité. Vous expliquez bien qu'il y a un surrisque de phlébite, d'embolie pulmonaire, d'accidents vasculaires. Et souvent, quand j'ai interrogé les gynécologues classiques, ils disaient qu'en fait, ce risque doit être relativisé, qu'il est faible chez la femme jeune. C'est un argument que vous n'acceptez pas? Non, je n'accepte pas. Puis il est à 100% quand il arrive. Hein. Quand vous allez sur le site de la VEP, vous voyez défiler les photos des jeunes filles décédées. Et leur âge, c'est 17, 18, 16, 20. C'est poignant. Les contre-indications relatives de la pilule, donc c'est un petit tabagisme, c'est des kystes dans les seins, une mastopathie? Oui, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment les contre-indications majeures. D'accord. Les effets indésirables. Dans votre ouvrage, vous insistez beaucoup sur les troubles de la libido. Oui. Et le problème, c'est que quand une jeune fille commence une pilule, elle peut perturber l'apprentissage de sa sexualité. C'était une publication d'un médecin hollandais que Catherine Solano a diffusé largement en France, Catherine Solano qui est sexologue, et ça perturberait l'apprentissage de la sexualité de façon définitive. Je trouve que c'est quand même un peu embêtant, d'un côté de l'apprendre pour ne pas avoir de grossesse et de perturber l'apprentissage de sa sexualité. Le caractère définitif est étonnant, hein, mais c'est ce que dit l'étude. La pilule, les cancers gynécologiques. Les cancers du sein, puisqu'on a vu que tous les cancers hormonodépendants. Vous l'avez dit tout à l'heure au début de notre entretien. Ouais. Vous dites d'ailleurs la meilleure preuve, c'est qu'il faut absolument arrêter toute hormone à partir du moment où il y a une lésion suspecte ou une lésion cancéreuse. C'est vraiment la première chose qu'on dit, donc ça montre bien le lien de cause à effet. Mais on explique que la pilule améliorerait ou réduirait le risque de certains cancers. Et vous dites, quand on fait le bilan, la balance bénéfice-risque de cancer... Quand on fait l'addition du nombre de cancers qui sont soi-disant préservés et ceux qui sont liés à la prise de pilule, on voit qu'il y a sur un plan arithmétique, il y a une grosse différence. Quand même, ça diminue le risque de cancer de l'ovaire, ça diminue le risque de cancer de l'endomètre et ça diminuerait même peut-être le risque de cancer colorectal. Voilà, c'est ce que nous disent les spécialistes, mais quand vous allez sur le Centre international de recherche de le cancer, vous avez les œstrogènes qui sont classés dans une catégorie de facilitateurs de cancer et les progestatifs suspectés de l'être aussi. Vous dites, vous avez un chiffre qui est fort, vous dites le nombre de cancers augmentés par la prise de la pilule est 4,5 fois supérieur au nombre de cancers qui sont, eux, diminués. Voilà, j'ai fait juste une addition et une soustraction sur les nombres de cas de chacun chaque année. Quand on parle des bénéfices et des risques de la pilule, alors par les gynécologues, par vos confrères, ils étaient relativisés. J'ai même entendu une formule, être enceinte, accoucher tue plus que la pilule.
C'est étonnant comme réponse. Moi, je ne suis pas contre la pilule, hein, du tout, mais je pense qu'il faut la choisir la moins dosée, je le redis toujours. Et puis, dès qu'on peut passer à une contraception non hormonale, comme le stérilet au cuivre, le faire. Alors, on a parlé des accidents graves, les accidents vasculaires et les cancers. Vous insistez dans votre livre beaucoup sur les problèmes de supplémentation. C'est-à-dire que... Dans le passé, il y avait un laboratoire qui avait sorti un comprimé qu'on prenait... Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Un comprimé qu'on prenait avec la pilule œstroprogestative. C'était une bonne idée pour vous. C'était une super idée, ça s'appelle Optima. Mais malheureusement, ça n'a pas été suffisamment prescrit. Ça n'a pas été prescrit parce que je pense qu'il n'y a pas eu d'adhésion des gynécologues allopathes à cette information-là. Mais la pilule œstroprogestative passe par le foie, elle le surcharge, elle lui fait un travail supplémentaire qui fait qu'il y a des carences micronutritionnelles qui s'installent et qui ne sont pas sans conséquence sur la vie au quotidien et aussi sur les projets de grossesse et sur... Vous dites que la pilule perturbe les minéraux, perturbe les antioxydants, les carences en magnésium, en vitamine B2, B9, B12, augmentent le risque de phlébite. Et il y a par la pilule une surconsommation de micronutriments. Tout à fait, parce qu'il faut bien détruire la pilule au niveau hépatique. Donc on a pour cela besoin de coenzymes qui sont des métaux, des vitamines, des molécules antioxydantes et qui sont bouffés par le travail supplémentaire que doit faire le foie. Et pas seulement le foie, Dr Arnald, dans votre livre, vous dites qu'il y a un impact sur le fonctionnement du cerveau, de la thyroïde et de l'immunité. Parce qu'on se rend compte quand on regarde la physiologie du cerveau, de la thyroïde, et tout ce qui se passe au niveau immunitaire, qu'on a besoin de ces micronutriments et ils sont diminués du fait de la consommation de pilules. Et donc, dans votre pratique, vous supplémentiez systématiquement en magnésium et en vitamine B6. Au moins ça. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'un laboratoire reprenne ces travaux et sorte un complément plus complet qu'Optima. Mais Optima, c'était déjà mieux que rien. Mais comme les médecins gynécos n'ont pas adhéré à cette pratique, le laboratoire a cessé de produire. Alors, on a parlé de la pilule œstroprogestative, la pilule microprogestative. Quelle différence et à qui elle s'adresse? Celle-là, elle ne contient pas d'œstrogène, donc elle est moins toxique. C'est mieux que l'œstroprogestative. Il ne faut pas la prendre non plus toute la vie, mais elle a un peu d'effets secondaires désagréables pour les jeunes filles. C'est des petits saignements de temps à autre. Vous la retrouvez en comprimé, vous la trouvez en implant. En implant, elle est encore moins bien supportée. Moi, je ne prescrivais plus d'implants microprogestatifs. Donc, c'est une alternative à la pilule œstroprogestative que cette micropilule qu'on donne au quotidien sans jamais s'arrêter. Vous citez dans votre livre le professeur Lucien Israël et qui disait, malgré l'absence de certitude, il faut se montrer aussi économe de progestérone que d'œstrogène. Là, il parlait de progestatif, effectivement de synthèse. Mais j'ai eu la chance de beaucoup le côtoyer, puisque j'avais recueilli ses mémoires avant qu'il ne décède. Et nous avons beaucoup parlé de ça. Il s'était mobilisé déjà dans la préface du livre d'Hélène Grant, en 1960 et quelques. Vous pouvez nous dire un mot sur la pilule macroprogestative? Là, on va parler des microprogestatifs. Donc, les macroprogestatifs, ce sont des progestatifs donnés à forte dose, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, que se sont permis les gynécologues allopathes. Et cette contraception macroprogestative, elle non plus n'est pas sans danger. Donc, pour le cerveau en particulier? Pour le cerveau, puisqu'il y en a 2 médicaments sur 3 très utilisés qui sont suspectés d'augmenter les risques de tumeurs bénignes du cerveau, c'est-à-dire le méningiome. La contraception donc hormonale, on revient là maintenant à la contraception mécanique et par rapport au stérilet, il y avait un dogme autrefois où on expliquait qu'il ne fallait pas donner le stérilet à une jeune fille qui n'avait jamais eu d'enfant. Ouais. Ça fait longtemps. Moi, ça fait 30 ans que je posais des stérilets chez les jeunes femmes. En fait, je ne les posais pas moi-même parce que comme elles n'ont pas eu d'enfants, il y avait des risques de choc vagal qui me faisaient très peur. Et donc, je les faisais poser sous anesthésie locale par le chirurgien à la clinique ou à l'hôpital. Et ça se passait très bien. Ça n'évitait pas, d'ailleurs, certains chocs vagaux, mais il faut donc, pour les jeunes filles ou jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants, il faut mettre un stérilet plus petit. Le stérilet au cuivre, bien oui, entendu. Stérilet au cuivre.
Alors, éventuellement, on peut faire l'essai du stérilet à la progestérone, au progestatif au lévonorgestrel. S'il y a des saignements... Vous nous en avez dit, peut-être vaut mieux on préfère le cuivre. Hein. Voilà, on préfère le cuivre qui ne contient pas d'hormones. Alors, bien évidemment, votre livre est très très riche. Alors, on parle de la contraception définitive. Alors, la ligature des trompes, en fait, il y en a 50 000 cas par an. Ça, c'est... Oui, nombre de femmes m'ont dit j'aurais dû le faire avant. Parce que moi, je sème les graines des années avant en disant le jour où vous n'aurez plus du tout envie, on pourra faire une ligature, vous ne prendrez plus d'hormones, vous n'aurez plus de problème de contraception. Alors, on parle souvent, on dit c'est une contraception définitive ou permanente. Vous dites que non, elle peut être réversible et temporaire. Oui, disons qu'on peut opérer les trompes pour les réparer, mais c'est surtout qu'on peut passer à la PMA et aller ponctionner directement les ovaires, donc c'est pas une catastrophe. Bon, sur la contraception naturelle, vous dites qu'elle est peu fiable. Oui. Par contre, il y a une méthode qui est la moins mauvaise, qui est la méthode symptothermique. On va dire que c'est la meilleure, la méthode symptothermique, oui, qui vise à repérer, qui fait travailler le couple. Le mari participe aussi. Il y a des déformations très, très sérieuses autour de cette méthode pour repérer l'ovulation et avoir soit une abstinence, soit une protection mécanique au moment en pré-ovulatoire, pré- et post-ovulatoire. Mais vous expliquez dans votre livre que quand même la contraception reste un sujet de femmes plus que... Oui, mais on aimerait beaucoup que les hommes s'impliquent, c'est sûr. Il y a beaucoup d'essais de choses. La vasectomie, c'est très très peu, c'est moins de 10 000 Alors interventions par an. Chez les gens de l'Europe du Nord, c'est très, très fréquent. Et nous, c'est pas encore dans les mœurs, mais quel bonheur pour les femmes de se dire on a subi une contraception pendant 20, 30, 40 ans, maintenant on passe le relais au mari, ça leur fait toujours plaisir à elles. Alors, on a promis d'aider nos auditrices dans le choix de la contraception. Vous l'avez expliqué, vous faites un constat, mais vous n'êtes pas contre la pilule qui a constitué un progrès, une émancipation très importante pour les femmes. Mais vous expliquez qu'il est important de choisir la pilule en fonction des antécédents, en fonction du mode de vie, en fonction des besoins, en fonction de la vie affective. Oui, il faut personnaliser la prescription, effectivement. Alors, et la réflexion. On va essayer d'être très pratique pour nos auditeurs. Une jeune fille de peu d'expérience. Ou quasiment pas d'expérience. Voilà, on peut soit lui proposer de garder le préservatif masculin. On n'a pas parlé du préservatif féminin, qui est quelque chose que je trouve abominable. Voilà. Abominable. Qui vraiment n'est pas un honneur pour la femme que de faire ça. Voilà, donc on repart sur le préservatif masculin. Donc ça peut être le préservatif masculin ou une petite pilule de deuxième génération, c'est-à-dire dans le progestatif, augmente moins les risques thromboemboliques. Une jeune fille avec une sexualité plus active et un seul partenaire. Toujours la pilule de deuxième génération ou la pose d'un stérilet, d'un petit stérilet non hormonal au cuivre. Une jeune femme de moins de 40 ans qui a déjà eu des enfants. Un stérilet de taille normale au cuivre. Une jeune femme de moins de 40 ans sans enfants. Un petit stérilet au cuivre ou de façon peu prolongée, une petite pilule, soit microprogestative, soit œstroprogestative de deuxième génération. Une femme de 40-50 ans avec des enfants. Un stérilet au cuivre ou une vasectomie pour le mari ou une ligature pour la femme. Une femme de 40-50 ans sans enfants. Sans enfants. Une micropilule progestative. Ou un petit stérilet. Ou un stérilet. Et puis, vous dites, pour une femme de plus de 50 ans sans règles, un accident reste quand même possible. Oui, j'ai eu 2 patientes qui ont été enceintes à 53 ans, 3 ans après leur dernière règle et 3 ans avec un bilan sanguin de ménopause. Donc il peut y avoir des ovulations qui se remettent en route et dont on ne se rend pas compte. Et après, le diagnostic n'est pas toujours évident. Voilà, on arrive au terme, docteur Arnal, de notre entretien. Alors, vous proposez un ouvrage qui s'adresse aux femmes, c'est un ouvrage informatique. Et à tous les hommes. Un ouvrage concernés. De réflexion pour choisir en toute connaissance de cause et en toute liberté leur contraception. Et ça, vous y tenez beaucoup. Oui, tout à fait.
Et vous dites la contraception doit être la plus fiable possible avec un impact minima sur la santé. Ce qui est logique. Voilà, Merci pilule beaucoup. ou pas pilule, docteur Bérengère Arnal Morvan chez Thierry Soucard, édition. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Serge.